Weber, bonjour, vous êtes écrivain, grand reporter, ancien diplomate. Votre dernier livre chez Kalman Levy, Dans l'œil de l'archange, on est clairement là dans la mise en scène, il faut lever tous les doutes. Oui, absolument, il faut lever les doutes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est quand même pas rien ce qui s'est passé donc, il y a 3 jours, le samedi 24 juin. Et il y avait une colonne donc, de l'armée de Wagner, cet État dans l'État ou cette armée dans l'armée, ce qu'on appelle une société militaire privée, même s'il n'y avait pas 25 000 hommes, même s'il y avait 2 000, 3 000, 4 000 hommes, parce que toutes les divisions, toutes les unités de Wagner ne se sont pas ralliées par un coup de baguette magique dans la nuit de vendredi à samedi sur les rails de Prigojine. En tout cas, rappelez-vous, comme Moscou était transformé comme un camp retranché. Et ça, c'est inquiétant, effectivement, pour le pouvoir russe. Pourquoi? Parce que nous sommes en temps de guerre. Deuxièmement, qui est Prigojine? C'était une sorte d'allié, même une marionnette créée de toutes pièces par Poutine. C'est comme si on avait un Pinocchio version maléfique qui se retournait contre son Gepetto, contre son créateur. Donc ça, c'est aussi une humiliation pour Poutine, avec son pouvoir extrêmement centralisé, en tout cas le pouvoir d'avant le 22 février de l'an dernier, donc avant l'invasion de l'Ukraine. Et donc là, il y a une sorte de fissuration du pouvoir. Il était temps de reprendre un petit peu les rênes en main. Ce qui est le plus important pour Poutine, en fait, c'est la fidélité de l'armée. L'armée n'est pas putschiste, évidemment, Moscou ne serait jamais tombé. Bon, en tout cas, on a parlé de ralliement de certaines unités, même minoritaires, très marginales, mais quand même, c'est un signal très très fort pour Poutine. Et il était temps, évidemment, de reprendre les choses en main. Cela dit, pour finir, on peut dire que Poutine a joué avec le feu, parce qu'il a essayé d'instrumentaliser à la fois Wagner, à la fois l'armée de Tchétchénie de Kadyrov, donc les Karaoutis, contre l'armée ou avec l'armée. Donc ce n'était pas très bien vu, c'est le moins qu'on puisse dire, par les militaires et les généraux russes. En tout cas, là, on sait très bien que dans cette guerre, et d'une manière générale pour la pérennisation de son pouvoir, Poutine ne peut pas se priver du soutien de cette armée. Est-ce aussi un message aux Occidentaux? Poutine félicite encore une fois l'armée russe après des troubles, dit-il, dont le résultat aurait été inévitablement le chaos. Ce sont ses mots. Hier, il s'est posé en garant de la paix intérieure, mais aussi de la stabilité. Est-ce là un argument envers les Occidentaux? Une Russie sans Poutine, avec à sa tête des forces non étatiques, c'est forcément source d'inquiétude, notamment pour l'arme nucléaire? Oui, c'est-à-dire que Poutine a intérêt, si je peux dire, à instrumentaliser, à mettre cela en avant, en se plaçant d'ailleurs à un moment comme une victime. Il a même dit que c'était la faute des Ukrainiens et des Occidentaux d'avoir eu ce putsch avorté. Mais en tout cas, il sait très bien qu'il y a deux choses, il y a deux informations qui ont été apportées par les Américains auprès du FSB, donc les services de renseignement russes, et auprès de l'armée. C'est que d'une part, vous ne gagnerez pas, vous les Russes, cette guerre. C'est pas dire que vous allez la perdre, en tout cas, vous n'allez pas la gagner. Et puis deuxièmement, par une sorte de bruit ambiant, Poutine sait par ses services que les Américains ont très peur du chaos. Le chaos, donc une sorte de démantèlement de la Russie avec un scénario à la ex-Yougoslavie. Et donc là, il revient en force en disant attention, moi j'incarne justement l'ordre, moi j'incarne la stabilité avec non seulement les organes sécuritaires, dont le FSB, le FSO, qui est une autre force de sécurité, de protection des personnalités, avec éventuellement les milices privées de Gazprom, avec bien sûr Rosguardia, qui est la garde nationale, et puis deuxièmement avec l'armée. Donc il veut être un petit peu le personnage qui incarne non seulement l'ordre, non seulement la stabilité, mais le vrai chef des armées à l'heure actuelle. Mais est-ce à même de faire évoluer la position des Occidentaux vis-à-vis de l'Ukraine? Non, pas forcément, parce que, évidemment, je pense que cela ne va pas faire baisser la garde du soutien des pays occidentaux à l'Ukraine, parce que, vous savez, on est vraiment sur le fil du rasoir. Il n'y a pas eu de gain majeur avec cette contre-offensive ukrainienne depuis quelques semaines sur le front russe, et les Ukrainiens n'ont pas profité de ce flou, et qui est important quand même sur le front du Donbass pour les soldats russes. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, quand cette colonne de chars et de blindés et de voitures de Wagner montait vers Voronezh et ensuite vers Moscou, on était où? On était sur la M4. La M4, c'est une route de plusieurs centaines de kilomètres qui monte donc de Rostov-sur-le-Don, qui est tombée, je le rappelle, comme un fruit mûr. C'est quand même une ville d'une part d'1 million d'habitants, deuxièmement, le centre opérationnel des forces russes donc, en Ukraine. Donc c'est vraiment le commandement de toutes les opérations qui se déroulent de l'autre côté de la frontière. Et bien finalement, Wagner n'a rencontré aucune résistance. Et bien cette autoroute M4 est quand même la route qui permet le ravitaillement des troupes, hein, parce qu'évidemment, il
il y a toutes ces routes secondaires et perpendiculaires qui permettent d'aller sur le Donbass. Donc évidemment, c'était un signal très très fort, mais en même temps, on voit mal les Occidentaux baisser la garde sur la fourniture de munitions et d'armement, tout en sachant effectivement, et vous avez raison, qu'il y a toujours cette autre ligne rouge. À un moment, c'était le chiffon rouge brandi par Poutine à de multiples reprises sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Évidemment, il a été pris à son propre piège parce qu'il n'est pas question qu'il l'utilise. Dans quel cas, la Russie serait totalement glacifiée, c'est-à-dire détruite. Et puis, deuxième menace aujourd'hui, c'est le chaos, c'est-à-dire, grosso modo, c'est moi, Poutine, ou le chaos. Mais pour finir, on peut dire aussi qu'on est dans un début comment dirais-je, de préparation à la succession de Poutine, pour plein de raisons. D'abord, il a 70 ans, donc on peut, même en temps de paix, envisager évidemment une autre Russie dans 10 ans, dans quelques années. Et là, peut-être que ça peut s'accélérer en fonction de cette fragilisation du pouvoir poutinien. Est-ce que ça passera forcément par Wagner? Alors bon, on peut en douter. Il y a aujourd'hui une double réalité autour de cette milice. D'un côté, Poutine qui dit vouloir absorber Wagner au sein de l'armée. De l'autre côté, Wagner qui affirme que son siège à Saint-Pétersbourg, eh bien, il fonctionne normalement. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui cloche là, non? Oui, absolument, vous avez raison. Il y a un paradoxe, il y a même plusieurs paradoxes. D'abord, c'est difficile de réintégrer cette armée. C'est une armée de détenus pour 80% des troupes de Wagner. Donc, ont été libérés des prisons, on le sait, par Prigojine, qui lui-même a été détenu lorsqu'il avait une vingtaine d'années et qui a été libéré au bout de 8 à 9 ans. Il a été incarcéré pour, je rappelle, escroquerie, corruption, mais aussi incitation du mineur à la prostitution, ce n'est quand même pas rien. Donc, j'allais dire que ces détenus sont presque fidèles au chef qui les a libérés. Après, vous savez, Poutine a la mémoire longue. D'abord parce qu'il s'agit d'un ancien allié qu'il a créé lui-même, qui a trahi, donc lui-même a employé ce mot de trahison, de traître. Donc l'ancien allié n'est plus loyal. Et puis deuxièmement parce que c'est un ancien colonel du KGB, donc du FSB. Et le FSB, dans ses précédentes incarnations, c'était la Tchéka, la GPU, le NKVD, et puis le KGB. Le FSB a toujours répondu à ses ordres. C'est-à-dire, en fait, quand il fallait éliminer un opposant, on allait l'éliminer. Et là, on peut penser qu'il y aura un contrat sur la tête de Prigojine. Je vois mal la réintégration totale des forces de Wagner dans l'armée. Ça va être compliqué pour les questions de salaire, pour les questions d'avantages, pour les questions d'entente avec l'état-major ou les commandements intermédiaires de l'armée russe. Mais deuxièmement, il y a un autre paradoxe. Vous savez ce que c'est l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a 5000 mercenaires de Wagner en Afrique. Ça va des mines d'or du Soudan à l'exploitation des bois rares en Centrafrique et bien sûr à la protection de la présidence au Mali. Et là, c'est une sorte de bras armé de la diplomatie russe. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est Lavrov lui-même, le ministre des Affaires étrangères et le bras droit ou l'un des bras droits de Poutine, qui a dit qu'on avait encore besoin de Wagner en Afrique et que Wagner ne serait pas démantelé en Afrique. Donc ça, c'est important. Je peux vous dire aussi que les Africains, dont je lis la presse tous les matins, sont circonspects, on va dire, sur l'avenir de Wagner. Mais là aussi, il y a un paradoxe et je pense que la Russie va garder, évidemment, va pérenniser cette présence de Wagner sur le territoire africain. Alors, parlons de l'Afrique, hein, puisque ça nous intéresse beaucoup ici à France 24 notamment. Vous le disiez, Sergueï Lavrov, hier, a confirmé que les activités de Wagner continueraient en Centrafrique et au Mali. Ça veut dire qu'il confirme qu'il y a bien des miliciens russes à Bamako, ce que le régime putschiste n'a jamais, lui, avancé et confirmé. Oui, bien sûr, ils sont présents directement ou indirectement. Il y a très souvent des officiers du GRU. Le GRU, c'est l'équivalent du FSB, donc côté militaire. Donc, ce sont les services de renseignement militaire qui permettent aussi la connexion non seulement avec le pouvoir russe, mais aussi avec la logistique, parce qu'il n'y a pas d'armée logistique de Wagner. Quand Prigojine disait qu'il avait ses propres camions de ravitaillement, ses propres avions, c'est faux, en dehors de son jet privé, de quelques hélicoptères et encore. Donc en Afrique, il dépend encore plus de l'État russe. Mais en même temps, il y a un partage du gâteau énorme. Pourquoi? Parce que c'est une sorte d'échange entre cette présence et cette sécurisation de certains appareils politiques en Afrique avec la promesse de pouvoir exploiter donc des richesses. Je parlais des minerais, des mines d'or, des mines de métaux rares en Afrique, mais aussi du bois rare et d'autres exploitations. Et là, c'est un partage du gâteau extraordinaire pour la Russie et aussi tous les héritiers potentiels de Poutine, c'est-à-dire aussi les chefs des organes de sécurité, avec des outsiders, des challengers potentiels autour de Poutine. Donc là, il y a un intérêt certain de la part de la Russie à maintenir cette présence donc, de Wagner sur les différents
États africains. Mais est-ce qu'on sait si les représentants, les lieutenants Wagner, entre guillemets, en Afrique, sont forcément des hommes qui sont proches de Prigojine? Est-ce que Wagner peut continuer à vivre, à continuer à faire ses affaires en Afrique sans Prigojine? Oui, c'est une bonne question. Je peux penser que le pouvoir russe va recomposer, on va dire, la société Concorde et la société Wagner de Prigojine. Mais en tout cas, il est tout à fait possible de satelliser les opérations, appeler ça les OPEX, les opérations extérieures de Wagner en Afrique, et même de les parcelliser d'État à État, et que le GRU et que le FSB et que d'autres organes de sécurité, peut-être même l'armée russe, s'occupent, qui du Soudan, qui de Djibouti, qui du Mali, qui d'autres États africains, avec bien sûr encore en vue cette partage d'un gâteau qui est un partage d'un gâteau colonial ou néocolonial. C'est exactement ça. On est dans un colonialisme à rebours avec cette présence de Wagner en Afrique. Et évidemment, il y a cette correspondance directe avec l'exploitation des richesses du sol africain. Et là, ça intéresse beaucoup, évidemment, les organes de sécurité en Russie actuellement. Vous nous dites que vous lisez la presse africaine. Quelle est la tonalité de ce qui ressort après cette rébellion? Est-ce qu'il y a un doute qui s'installe sur la crédibilité de ce partenaire? Au Mali, en Centrafrique, on sait que Wagner intervient surtout pour assurer la protection de certains dirigeants qui craignent d'être déstabilisés, d'être renversés par des groupes armés. Oui, ben alors il y a deux sons de cloche. Il y a le son de cloche de certains journalistes, d'opposants, des sociétés civiles, donc des ONG humanitaires et autres en Afrique qui commencent à comprendre évidemment qu'il y a une vraie exploitation, une vraie colonisation, on va dire, de certains territoires en Afrique via Wagner et donc derrière via la Russie. Et puis évidemment après certains appareils d'État qui au contraire maintiennent, comme au Mali, leur volonté d'avoir la présence de Wagner, contre d'ailleurs la présence française. Et après, il est possible aussi, j'entends quelques voix à droite à gauche, mais il n'y a pas encore d'analyse fixe de ma part là-dessus. Il y a quand même certains conseillers du dirigeant en Afrique qui disent peut-être que la présence française n'était pas si mal que ça, malgré les critiques que l'on pouvait lui faire. En tout cas, il n'y avait pas directement volonté d'exploiter nos ressources dans tel ou tel pays. Donc ça, il peut y avoir une remise en question de la part des États africains. En tout cas, pour la présence de sécurité, elle sera pérennisée au moins par le GRU, c'est-à-dire en fait par les services de sécurité militaire de l'armée russe. Merci infiniment Olivier Weber, c'était passionnant. Vous êtes écrivain, grand reporter, ancien diplomate, et votre dernier livre, Dans l'œil de l'archange, chez Kalman Levy. Je ne sais pas si on va pouvoir revoir l'ADLS, voilà, Dans l'œil de l'archange, le livre d'Olivier Weber qui est intervenu sur notre antenne. Merci à vous. En tout cas, cette